Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mardi 27 mars. Le Gard en niveau jaune pour les restrictions d'eau. Les agriculteurs souffrent déjà des conséquences de la sécheresse. En vote dans les facs de Montpellier où les présidents seront ensuite désignés. À Paul Valéry, les deux candidats s'opposent sur la fusion des universités. Et puis en fin de journal, je vous emmène à Winnipeg. Les artistes de cette ville du nord du Canada sont à l'honneur en ce moment au musée des Arts modestes de Sète. Et on commence avec cette fusillade qui a éclaté ce matin dans un quartier résidentiel de Lunel. Les tireurs étaient embarqués dans deux voitures. Ils ont fait feu avec un 22 long rifle sur la façade. Personne n'a été blessé. Les malfaiteurs ont pris la fuite, pourchassés par les gendarmes. Le plan épervier a été déclenché, ce qui a permis de retrouver les deux véhicules à Lunel. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Écoutez. Ce matin, peu avant midi, on a eu une déflagration dans une zone résidentielle de la ville de Lunel, qui était en fait un usage des armes fait par des individus qui ont donc, par cet usage, fait une tentative d'homicide à l'encontre de deux victimes. On a disposé très rapidement d'éléments sur un véhicule que l'on a recherché en déclenchant un plan épervier sur toute la ville de Lunel. Donc en faisant converger un certain nombre de militaires de la gendarmerie pour enserrer la ville de Lunel, la tenir dans les différents quartiers avec la coopération de la police municipale. Et puis on a employé un hélicoptère de la gendarmerie qui nous a offert des vues aériennes. Et à partir de ce dispositif, dans les 2 heures, on avait récupéré le véhicule concerné ainsi qu'un deuxième qui nous avait été remonté par information. Visiblement, les protagonistes ont des choses à régler entre eux. Moi, mon objectif cet après-midi, c'était d'éviter qu'il y ait des représailles. Et 2 personnes sont actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Lunel. Après un hiver exceptionnellement sec pour le Languedoc-Roussillon, la pluie se fait toujours attendre. Dans le Gard, les nappes phréatiques sont proches de leur plus bas niveau historique. Depuis le 20 mars, le département est classé en niveau jaune pour les restrictions d'eau. Première victime de cette sécheresse, les agriculteurs. Olivier Michel les a rencontrés. Dans le Gard, par arrêté préfectoral, il est interdit d'arroser entre 8h et 20h. Des restrictions d'eau qui concernent les particuliers et les agriculteurs qui ne puisent pas leur eau dans le canal du Baronne. C'est le cas de Patrick Chabrier, agriculteur à Bourdic près d'Uzès, qui voit ainsi ses récoltes compromises. Le blé qu'on a autour de nous, il m'arrive à la chaussure, il devrait m'arriver au genou, quoi. La récolte des céréales est compromise déjà à 50% au niveau de la production. Ça, c'est la première des choses pour la céréale. Et après, pour le reste, il y a tout le reste qui suit, c'est-à-dire les tournesols, les asperges, parce qu'on est sous-producteur d'asperges, et puis après, selon le printemps qu'il fera, la vigne aussi, parce que quand la vigne va commencer à pousser, elle aura besoin d'eau. Même tintement de cloche pour Dimitri Servière. Ce berger de 31 ans, installé au domaine de Valongue, ne peut pas cultiver ses 10 hectares de fourrage. Résultat, pour alimenter ses 420 têtes, la garrigue n'y suffit pas. Il a déjà dû acheter du foin, une denrée rare. Le dernier voyage de foin que j'ai acheté à 250 € la tonne, alors que l'été on le touche à 160, 180 €, quoi. Là, les prix sont à la hausse, quoi. Pour moi, ça fait 1800 € de sortie alors que c'était pas prévu, quoi. Un manque d'eau en surface et qu'il est aussi en souterrain. Le niveau des nappes phréatiques est proche des minima historiques. Le déficit pluviométrique est similaire à 1961 et les prévisionnistes de Météo France sont plutôt pessimistes. Pour l'horizon météorologique des 10 jours à venir, on n'a absolument aucune précipitation dans le collimateur, ce qui fait que la situation ne va pas s'arranger, bien au contraire. On a un des hivers les plus secs depuis 50 ans, si ce n'est le plus sec. L'arrêté préfectoral est valable jusqu'au 30 avril, date à laquelle les restrictions d'usage de l'eau pourront être levées ou renforcées. À noter que tout contrevenant encourt une peine amende de 1500 €. La préfecture craint pour cet été un état de sécheresse sévère. Et jusqu'à jeudi, le principal syndicat agricole, la FNSEA, tient son 66e congrès annuel aux Couronnes de Montpellier. Le 29 mars, les agriculteurs ont convié tous les candidats à l'élection présidentielle à débattre. 7 ont répondu présent. Parmi eux, Nicolas Sarkozy et François Hollande, le candidat socialiste qui tiendra une réunion publique en amont jeudi à 12h30 devant le pavillon populaire de Montpellier. À Nîmes, les parents d'élèves de l'école Casanova ne décolèrent pas. Depuis plusieurs semaines, ils protestent contre la suppression d'une classe. Une vingtaine de parents d'élèves étaient à nouveau mobilisés aujourd'hui devant les grilles de l'établissement du quartier Mas-de-Mingue. Des parents très déterminés. Écoutez.
Nous ne sommes pas d'accord. Déjà, là, à l'heure actuelle, nous avons 21 enfants préinscrits. Ça, ils ne le savent encore pas, mais ils sont là. Donc, c'est bien la preuve qu'on aura d'autres enfants, plus ceux qui sont déjà là. Donc, on ne peut pas accepter qu'on ferme une classe. On ne peut pas accepter, parce que c'est des enfants déjà qui sont en difficulté, qui parlent deux langues. C'est très dur pour eux d'apprendre le français, de lire le français, d'écrire le français. Donc, on est déjà dans une école où il faut faire attention. Les parents d'élèves de l'école Casanova qui sont ensuite allés manifester devant la mairie de Nîmes. Le chômage, une nouvelle fois en hausse. Selon Pôle emploi, le Languedoc-Roussillon compte aujourd'hui 220 611 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. C'est 8,4% de plus que l'an passé à la même date. Sur un mois, la hausse est de 0,8%. On vote en ce moment dans les universités de Montpellier. Enseignants, étudiants et personnels doivent élire leurs représentants aux 3 conseils centraux qui devront ensuite désigner leur nouveau président. À la faculté Paul Valéry, 2 candidats s'opposent sur la fusion des universités. Reportage sur le campus, Charlène Beauvon et Bastien Malou. À la mi-journée, les urnes étaient déjà bien remplies au bureau de vote des enseignants. À mi-scrutin, ils étaient déjà plus de 50% à avoir voté. Les professeurs ont fait leur choix parmi 6 listes composées d'enseignants, d'étudiants et de membres du personnel. Une fois élus, ils choisiront le nouveau président de l'université. 2 candidats s'opposent sur un enjeu principal. Dominique Trière, favorable à la fusion des universités Montpellier-Rennes, et Anne Freyss, la présidente sortante, opposée à ce projet. Il y a une liste qui n'a que pour seul programme la fusion. Donc le score de cette liste-là donnera le pourcentage d'enseignants favorables à la fusion. Mais ensuite, il y a les personnels et les étudiants qui eux aussi doivent avoir une opinion là-dessus puisqu'ils font partie du conseil d'administration qui aura à prendre les décisions. Côté étudiants, en revanche, les militants essaient de motiver les électeurs. La fusion des universités est loin d'être leur principale préoccupation. Leurs réclamations sont bien plus terre à terre. Aujourd'hui à Paul Valéry, on a une fac qui est profondément désorganisée sur le plan administratif, avec des sessions d'examen qui se passent très très mal, avec des grandes difficultés à accéder aux informations, des dispositifs d'inscription qui sont très variables d'un UFR à l'autre et qui sont très difficiles à vivre. Et ça, si ce ne sont pas les étudiants qui s'y intéressent et qui forcent aussi des fois les directions enseignantes à se préoccuper de ces questions, personne ne le fera. Plus il y a de monde qui vote, plus on est élu, plus les gens croient ce que nous faisons. Et à ce moment-là, le poids, c'est simplement une question de poids. Quand on propose des choses, au moins on est un peu plus crédible et surtout parce qu'on représente réellement une masse d'étudiants. Les résultats de ces élections seront connus dans la soirée. Le nouveau président de l'université Montpellier 3 sera nommé le 24 avril prochain. Hier soir, le conseil municipal de Montpellier siégeait en séance plénière et parmi les dossiers votés, la mise en délégation de la crèche Joséphine Becker. Le futur établissement devrait accueillir près de 70 enfants dès la rentrée prochaine, quartier Ovalie. Sa gestion sera assurée par la Mutualité française de l'Hérault, une délégation de service public qui gêne le conseiller municipal NPA. Écoutez. Nous sommes pour un véritable service public de la petite enfance et nous considérons que les crèches municipales doivent pouvoir accueillir les enfants, il doit y avoir un accueil de qualité et pour nous, on n'est pas pour rentrer dans une logique qui met entre les mains d'entreprises privées des services comme les crèches municipales. Pour nous, le positionnement de la majorité ne tient absolument pas la route. Le seul argument qu'on nous a donné jusqu'à présent, c'est des difficultés de recrutement. Nous avons du mal à penser qu'on ne peut pas trouver une puéricultrice, quelques aides puéricultrices et des CAP petite enfance acceptant de venir travailler comme fonctionnaire à Montpellier. Donc on considère que c'est plus une logique de fond, social-libérale de notre point de vue, plutôt qu'un vrai problème de difficulté de recrutement. Ils sont les tout premiers passagers de la ligne 3. Hier, une centaine d'habitants de l'agglo de Montpellier ont parcouru en tramway les 20 km de voies entre Juvignac et Pérols. Retraités, employés ou encore étudiants, ils feront ensuite partie des quelques 77 000 voyageurs attendus chaque jour sur cette ligne. Leurs premières impressions au micro d'Alice Alali et Nathalie Martinez. On est enchanté parce qu'on n'aura plus à marcher à pied ou à se bousculer en voiture au centre-ville. Ça va évidemment aider la ville, aider les déplacements qui seront facilités par rapport à un autobus classique. D'abord, c'est une réussite technique extraordinaire dans un centre urbain comme Montpellier, qui est une très très grosse ville.
Et je pense qu'à terme, de toute façon, il faudra laisser sa voiture quasiment chez soi ou en dehors des agglomérations parce que ça devient déjà infernal en matière de pollution, de circulation. Moi, je trouve que c'est une très belle ligne, hein. Les formes, les couleurs, tout est beau avec tous ces poissons dans l'eau, c'est très joli. Écoutez, pour moi, ça sera très profitable puisque j'habite Selle-Neuve et je travaille donc du côté de la place de l'Europe. Donc effectivement, ce sera une ligne que je vais emprunter tous les matins et tous les soirs. Nous sommes ravis qu'elle existe parce que ça désenclavera un peu ce quartier du Couron et du Plan Cabane. Et on espère aussi qu'un de ces jours, on pourra aller directement à la mer. Les lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier qui entreront en service le 6 avril prochain. TV Sud sera en direct ce jour-là dès 17h30 pour vous faire vivre cet événement. Je vous propose à présent un petit aperçu du printemps des comédiens au programme dès l'ouverture du théâtre sous de multiples formes avec Raoul et son spectacle marqué par le cirque, mais aussi des créations inspirées par les classiques, Shakespeare, Flaubert ou encore Molière. Une édition qui confirme le tournant pris par le successeur de Daniel Bedos l'an dernier. Écoutez. Je l'ai pensé à la fois dans la continuité de ce que mon prédécesseur avait fait, c'est-à-dire un festival populaire, un festival convivial, et puis j'ai essayé de continuer ce recentrage sur le théâtre de service public, la création, et j'ai essayé d'inviter des artistes qui allaient nous proposer justement à la fois des œuvres de répertoire, telles que Denis Podalides, qui va mettre en scène le bourgeois gentilhomme, ou des œuvres qui rêvent autour du répertoire, telles que Dan Jamet et son divertissement, sa loufoquerie autour des Trois Richards de Shakespeare, mais également des artistes qui vont nous embarquer dans un univers à la fois onirique, poétique, entre cirque et théâtre, comme James Thierry, qui nous fait l'immense amitié de venir ouvrir le Printemps des comédiens. Le Printemps des comédiens qui se tiendra du 5 juin au 1er juillet prochain au Domaine d'Eau à Montpellier. Je vous propose à présent de partir pour Winnipeg, cette ville canadienne où plutôt sa production artistique à la fois déjantée, foisonnante est à l'honneur actuellement au MIAM, le musée des arts modestes de Sète. Visite guidée par Hervé Di Rosa avec Alexandre Fourmanois et Romain Bassac. Des aliens en céramique, des peintures angoissantes ou encore des personnages mi-hommes, mi-bêtes, autant de créations artistiques délirantes qu'Hervé Di Rosa ramène de Winnipeg, une ville canadienne riche en artistes. Le premier ballet de danse de toute l'Amérique du Nord, ça a été le City Ballet de Winnipeg. Vous voyez, donc il y a vraiment une vraie importance culturelle dans cette ville. Il y a un parallèle avec Sète, hein. C'est une ville perdue dans le Nord, nous on est une ville perdue dans le Sud, mais où il y a beaucoup d'artistes. Le rêve et le cauchemar sont les fils conducteurs de ces œuvres, une atmosphère qui est directement inspirée de la vie des artistes. Il y a un style, un univers sur le rêve, le décalage, le songe, etc. C'est pas vraiment des images dures, mais c'est un peu des images... C'est pas la dureté réelle, hein. C'est pas la violence de la réalité dont ils parlent, dont la plupart des artistes parlent ici. C'est plutôt... Il parle de la violence inventée, quoi, de la violence des rêves, de la violence de l'imaginaire, de l'imagination. La galerie n'est pas réservée aux connaisseurs. Le fondateur du MIAM veut justement ouvrir l'art à un public plus large. On est là le MIAM est là pour vous faire découvrir des choses qu'on ne verra pas ailleurs et des artistes d'un certain genre qui vous parlent, qui vous font voir leur travail, mais qui vous parlent aussi de leurs origines à travers leur travail. Et c'est ce qu'il faut essayer de décoder dans cette exposition. Après Sète, l'exposition se déplacera à Manille, puis à Séville et enfin à Providence. My Winnipeg, une exposition à voir en ce moment au MIAM de Sète et jusqu'au 22 avril. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À demain.